Sacrons le ramadan avec Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Eh bien, les droits de femmes en islam, et si on en parlait aujourd'hui dans cette émission, un sujet de débat et surtout souvent de malentendus, bonne ou mauvaise compréhension sur certains angles, eh bien, elle nous dira tout aujourd'hui dans cette émission. Ce sera notre invitée du matin. À côté, bien sûr, d'elle, on aura une autre dame qui nous parlera d'entrepreneuriat, elle qui a voulu bien satisfaire toute la population à travers un petit plus. Elle nous dira aussi tout sur ce qu'elle sait faire. Et à côté de cela, on aura l'actualité. Vous savez, nous sommes mardi aujourd'hui. On a l'intégrale de la revue de presse. N'est-ce pas, Renaud? Bonjour. Yes. Et bienvenue à tous et à toutes. Bonjour, très cher. Comment ça va? Ça va super. Aujourd'hui, on va décortiquer encore d'autres sujets, mais de manière plus détaillée avec notre analyste du discours médiatique. Ça, quand j'entends discours, j'ai envie de mettre politique à côté, mais bon. Bon, on va parler de politique aujourd'hui. On va parler de politique. C'est bien. Hein? Ah, ok. Donc, on va décortiquer. Combien de sujets? On en a, bon, un. Ouais. Le plus important aujourd'hui, parce que hier, les partis politiques ont reçu la liste électorale, pas définitive, mais provisoire. Oui, provisoire. Voilà, donc tous les sujets qu'on va traiter vont tourner autour de cette publication de la liste électorale. Ok. Bon, on va parler d'autres choses aussi, évidemment, du lancement du concours du CAFOP. Ah, ok. C'était fait en milieu de semaine dernière, c'était à Daloa. Ouais. Bonne chance. Bonne chance à vous. Et puis, on espère qu'on aura beaucoup de... d'admis. Bon, on attend 6 000. 6 000. Il y a 6 000 postes qui sont mis en jeu. Okay. Bon, il y a eu plus de 60 000 candidats. Ah, ok. Oui. Ah, ça sera chaud. Hein? Oui. On va comprendre, ça montre l'engouement pour l'enseignement. Alors, messieurs, nous allons maintenant recevoir ces dames qui vont illuminer notre plateau jusqu'à 8 h. C'est vrai qu'on est très vestés ce matin, mais on va laisser la douceur et l'élégance féminine s'installer dans cette émission quand même. Avec elle, on va parler des droits de femmes. Que dit le Coran? Que dit l'islam? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on se dit. Il y a des angles qu'on ne comprend pas. On essaie, on déforme. Il y a tellement d'amalgames. Elle va tout nous dire sur ce sujet. Coach Aïssata Koulibaly qui est avec nous. Merci. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes tellement élégante. Oh là là, vous êtes élégante. Merci. Vous allez vous installer. D'accord. Vous allez vous installer là, à droite, ici. Merci. Moi, pour vous fatiguer, pour vous faire arrêter. Je me mets ici. Oui. Laisser la place à la seconde dame. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'on va recevoir, bien sûr, cette dame. Elle est entrepreneure. C'est vrai qu'elle travaille dans une entreprise de la place, mais elle a décidé d'être entrepreneur. Docteur Amidou Touré. Elle fait quelque chose. Vous avez cette senteur-là? Ah oui, je vois bien. Bon, malheureusement, le studio en beau oui. Il y a un fumée alléchant qui se dégage ici. On est en train de tester tous ceux qui ont mis le carême. La foi de docteur Amidou. Que ce soit musulman, chrétien dans ce studio, on teste votre foi. Dame Segbei Perry qui va venir. Comment ça va? Je vais bien. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue à la maison. Voilà. On va donc s'installer. Renaud, à côté de Dame Koulibaly. Alors, bienvenue à la maison. Merci. Merci. Mesdames, ça peut aller? Ça ira. Madame Koulibaly, on se lève déjà tôt. Oui, c'est ça. Donc, on fait la prière de 4 heures, c'est ça? C'est ça, 4 heures, 4 heures et demie. OK. Et Karim, calme-toi. Il y a un Cicéron là-bas qui me fatigue. Donc, en 30 minutes de prière ou peut-être plus? Oh, la prière, en 15 minutes, la prière, c'est bon. Parce qu'on va à la mosquée, donc on se déplace pour aller jusqu'à la mosquée. Ah, OK. C'est-à-dire qu'il y a un temps, et donc la prière même dure 5 minutes. Oui. Généralement, le matin, comme ça, qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Mais c'est le matin qu'il faut tout demander à Dieu. Il faut même le faire avant d'aller à la mosquée. Parce qu'à 7 heures, tout le monde dort. Ils sont rares ceux qui se lèvent et qui parlent à Dieu. En ce moment-là, il est à l'écoute. C'est le meilleur moment. Ouais. Vous avez entendu? Le matin qu'on se lève, il faut parler à ceux qui sont en haut là. Il va déblayer un peu le chemin. C'est ça. Alors, Dame Segbei Perry, ça va bien? Très bien. On est là aujourd'hui pour parler, bien sûr, d'entrepreneuriat. On est là pour parler de poisson. Le poisson fumé de la gloire de Perry, je dirais. Ah, OK. Les amis, vous allez comprendre, vous allez savoir.
Qu'est-ce qui se passe dans ce studio en ce moment? Alors Renaud l'a dit, hein, ça sera un sujet essentiel sur la liste électorale provisoire. Oui. Il faut ajouter... Oui, c'est bien cela. Il faut bien ajouter provisoire, parce que ce n'est pas encore la liste électorale définitive, parce que la période du contentieux va s'ouvrir et tout ça. Donc tous ceux qui ont des griefs ou qui veulent signaler des irrégularités sur la liste électorale qu'ils auront constatées pourront le faire durant cette période-là. Et c'est le sujet phare d'aujourd'hui, parce que hier, ça a cristallisé toutes les attentions. On l'attendait, c'est effectif maintenant, donc c'est de ça qu'on va parler. Donc pour les 6 titres qu'on a, il y aura 5 qui vont s'intéresser à l'affichage de la liste électorale. Waouh, quand même. Hein. Voilà, pour vous dire combien de fois c'est un sujet majeur, quoi, et on va bénéficier bien évidemment de l'expertise de Dr Touré pour en parler. Oui, bien sûr. Donc Dr Touré, un additif, hein? C'est vrai qu'on ne va pas déjà rentrer dans le vif du sujet. Ah oui, parce que vous, quand on vous voilà. Nous lui démarre au quart de tour. Voilà. J'abonderai dans le même sens que lui. Si vous regardez aujourd'hui toutes les unes des journaux, ce qui polarise l'attention, comme il a dit, c'est bien donc l'affichage de la liste électorale provisoire. Bien sûr. Mais avec chaque titre avec son cadrage médiatique. Avec son angle aussi. Parce que c'est ça aussi. C'est vrai qu'il y a plusieurs journaux, mais chacun choisit son angle. Chacun, selon sa position, choisit son angle et choisit le sujet qui l'intéressait là-dedans. Voilà, donc c'est de ça qu'on va parler, notamment de l'absence de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Soro Guillaume sur la liste électorale, du sursis, selon certains titres, du président du PDCI, le président Tidiane Thiam. Donc tout ça, on va en parler tout à l'heure. Ce sera dans quelques instants dans cette émission. Allez, petit récap, on vous rappelle que vous êtes à Matin Bonheur, nous sommes ensemble aujourd'hui. Avec vous, on va parler des droits de femmes. Que dit l'islam? Tous les angles que vous voulez, tous les sujets que vous voulez, bien sûr, sur ce grand thème-là. Et ensuite, on parlera entrepreneuriat. Et bien sûr, dans cette émission, on aura l'intégrale de la revue parce que nous sommes le mardi. Merci de vous installer devant votre poste téléviseur. On démarre dans quelques instants. À tout de suite. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire sur RTI. Awané! Ici Awané, l'émission des enfants les plus gentils du pays. Si tu aimes faire le show à Awané, je veux te voir sauter. Recevez ici Chris Le Bling, le Santa Maria Bobolo Fouette, désormais Gagani. Je vous donne rendez-vous ce mercredi à 15h05 à l'émission Awané avec Tata. Retrouvez Tata Naomi ce mercredi à partir de 15h05 sur RTI 1. Awané, c'est chic, chic, chic avec Tata Naomi. Niala, ma meilleure ennemie, bientôt sur RTI 1. Une création originale de RTI Distribution. Il faut faire des compromis. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Aujourd'hui, nous sommes avec Dr Touré Amidou pour notre rendez-vous bi-hebdomadaire. Allez, docteur, aujourd'hui, on a 5 sujets et on l'a dit en intro. Tous ces sujets tournent principalement autour de l'affichage de la liste électorale. Bon, on le sait, la commission électorale indépendante a remis hier la liste électorale provisoire aux partis politiques et associations. C'est bien cet événement qui fait donc l'actualité en Côte d'Ivoire. On a au total 8 761 000, j'allais dire, électeurs. Et donc, pour vérifier si nous sommes inscrits sur la liste électorale, il faut aller sur le site ou bien faire donc la syntaxe 919 pour vérifier si on est inscrit sur la liste électorale. Ce qu'il faut dire qui est très important, c'est une liste électorale provisoire. Ça, il faut le signifier. Et donc, on a jusqu'au 5 avril pour pouvoir faire ces requêtes. Et sinon, il y aura la liste définitive qui sera publiée plus tard. Et donc, au sortir de ces 15 jours, comme le dites, la liste définitive qui sera publiée, mais après avoir été passée au scanner et délestée de tous ceux qui ne doivent pas y figurer. Oui, c'est l'ouverture du contentieux. Voilà, donc, quand on va traiter les informations,
donc tous ceux qui ne doivent pas figurer sur la liste électorale n'y seront pas. Et ceux, s'il y a eu des erreurs éventuelles qui ont laissé des individus sur la liste électorale, avec le contentieux, ils seront extirpés de la liste électorale. Il faut avoir une liste électorale, comme le disait le président de la CEI, pour que ce soit une liste crédible, pour qu'on ait des élections apaisées. Justement, et c'est le cas de le dire, hein, parce que cette liste électorale, il y a il y avait des polémiques là-dessus. Donc c'est le moment pour tous ceux qui ont des griefs concernant ce document d'aller dans les CEI locales. Et comme vous l'avez dit aussi sur le site de la CEI, vous tapez la syntaxe 919 pour pouvoir accéder à cette liste provisoire. C'est le cas de le marteler, hein, et pouvoir y extraire tous ceux qui ne doivent pas y figurer. Bon, donc faire les corrections qu'il faut. On va faire les corrections qu'il faut pour que on ait une liste crédible. Justement parce que aujourd'hui le cycle préélectoral est pollué parce qu'il y a des griefs contre la CEI et naturellement contre cette liste électorale. Justement, en parlant de griefs aussi, hein, l'opposition aussi qui réclame la révision de la liste électorale. Et hier, ça a été l'occasion aussi pour le président de la CEI, on continue de parler du sujet, mais de dire que, bon, comme il a dit, hein, concernant son calendrier électoral qui est très serré, il ne sera pas possible de faire une autre révision de la liste électorale. Ah oui, c'est ce à quoi on assiste. En 2025, il n'y aura pas, naturellement, comme il a dit, de révision de la liste électorale, si ce n'est après l'élection présidentielle. Oui, il a dit en raison de son calendrier électoral qui est très serré. Et, voilà, on le voit ici à l'image, hein, avec le titre du quotidien Le Mandat, le président de la CEI qui est revenu encore sur toutes les échéances à franchir avant d'arriver à la publication de la liste électorale définitive, hein, qui va se faire après, bien entendu, la période du contentieux. Oui, et donc il a donné tout le chronogramme. Hein. Vous voyez, hein, c'est un long processus. Et justement, donc, on va le dérouler pas à pas jusqu'à ce qu'on ait une liste définitive. Une liste définitive qui sera affichée le 20 juin 2025. Ils ont dit autour du 20 juin 2025. Bon, on imagine que c'est la date butoir. Et donc, on attend. Voilà, c'est ouvert maintenant. Et donc, tous ceux qui ont des réclamations à faire ou qui souhaitent faire des corrections, c'est le moment d'y aller. On passe à notre sujet, toujours en relation avec la publication de la liste électorale définitive. Eh bien, le président de la CEI, hier, a tenu à clarifier une fois de plus les choses. Son institution n'est inféodée à aucun parti politique. Bon, on n'est pas surpris de cette déclaration. Et jusque, si vous voulez, quand on prend un peu toutes les élections, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, la CEI a fait objet de critiques acerbes de la part donc, de l'opposition qui dit, qui soutient mordicus que la CEI est inféodée au parti au pouvoir. Je pense que l'occasion était assez belle pour le président de la CEI, Coulibaly Kibia Ibrahim, de dire que effectivement, l'institution n'est pas inféodée, c'est un organe technique qui a une expertise et qui met à la disposition des Ivoiriens, j'allais dire, des partis politiques pour qu'on ait des élections transparentes et crédibles. Et justement, il a tenu à dire aussi qu'ils ne sont, la CEI plutôt l'adversaire de personne. Hein, voilà, il faut que les partis politiques... Oui, justement, parce que quand vous regardez un peu le discours politique aujourd'hui, il est, j'allais dire, ce n'est pas antagoniste, c'est plutôt agonique. C'est que l'autre n'est pas mon adversaire, il est plutôt mon ennemi. Dès lors, il y a tout ce qu'on voit autour de la CEI, j'allais dire, ce parasitage même du cycle électoral par les griefs portés les uns contre les autres. Et justement, il a demandé aux partis politiques et à l'ensemble de la population ivoirienne d'arrêter, bon, si c'est le cas de le dire, hein, d'arrêter d'invectiver les membres de la CEI qui, pour lui, il a dit, avec des mots, pas à demi-mots, hein, les membres de la CEI, selon lui, sont objets d'invectives et sont souvent pris à partie. On le voit, rien qu'à observer les titres des journaux, on le voit. La CEI, son président et les autres membres de la CEI. Alors, on a vu sur des plateaux de télévision voilà, les griefs portés, les attaques ad hominem contre les agents de la CEI. Donc, il faut éviter, il faut avoir quand même un discours ascétisé pour que il y ait cette baisse de tension à l'approche des élections, pour que on se sente heureux d'aller voter, hein, de faire un choix citoyen. Et justement, en parlant de choix citoyen, cet affichage de la liste électorale provisoire a laissé des acteurs politiques majeurs sur le côté, notamment le président du Parti des peuples africains, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé du COJEP et Soro Guillaume de GPS. Oui, 3 grosses têtes
Oui, malheureusement, on le constate, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ne sont pas sur la liste électorale. Et comme toujours, la question revient. Donc, on assiste ici et là à des affrontements verbaux, à des controverses polémiques autour donc de l'inscription de ces 3 éléments sur la liste électorale. Je pense que là, ici, c'est une irradiation du fait d'un certain nombre de griefs portés à leur encontre. Oui, justement, pour le président du PPACI qui est condamné à 20 ans de prison dans l'affaire dite du casse de la BCAO, Charles Blé-Goudé aussi qui a été condamné par contumace, et Soro Guillaume aussi condamné à 20 ans de prison. Oui, donc là, ce n'est pas la CEI cette fois-ci, hein, donc c'est la justice. C'est fait de décision de justice, appliquée. Bon, je pense que, comme eux-mêmes le disent, ils tendent la main pour qu'il y ait un dialogue politique, pour qu'on puisse régler la situation, parce qu'il faut savoir aussi que la CEI a 2 modes de fonctionnement. C'est les textes et puis, bon, l'accord politique. L'accord politique, oui, justement. Et, bon, à côté de ceux qui ont été radiés, le président du PDCI, lui, figure bien sur la liste électorale, mais il est en sursis. Ce n'est qu'une liste provisoire. Comme il y a une ouverture de contentieux, aujourd'hui on sait que le président du PDCI RDA cristallise les passions en Côte d'Ivoire du fait d'une nationalité qui alimente la double nationalité. De se défaire de sa nationalité française, mais ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. Donc, on attend d'ici jusqu'au 5 avril avant juin pour voir la liste définitive électorale affichée, pour voir s'il est vraiment sur la liste ou pas. Bon, justement, on le disait par rapport à la période du contentieux, si de potentielles plaintes, notamment sur sa double nationalité, sont jugées recevables et justifiées, le président du PDCI ne figurera pas sur la liste électorale définitive. Bon, là encore, on parle au conditionnel. On attend de voir. Il y a une forme de cannibalisation des candidatures à l'intérieur du PDCI, l'un dans l'autre. Bon, voilà, donc justement, il faut régler ce problème à l'intérieur pour ne pas que, bon, il ne soit pas sur la liste électorale s'il y a une plainte qui vient déjà. Parce qu'on sait déjà qu'il y a des procès intentés en justice contre le président Thiam. Bon, pour l'heure, il est sur la liste électorale provisoire. Hein. On attend de voir ce que ça va donner le 20 juin 2025. Et puis, bon, le PPACI, naturellement, qui va se prononcer sur l'affichage de la liste électorale provisoire sur laquelle ne figure pas son président. Et aujourd'hui, le président exécutif du Parti des peuples africains va animer une conférence de presse au cours de laquelle il donnera l'avis du parti sur cette affaire. C'est normal, nous sommes en politique et comme on le sait, c'est un parti d'opposition, c'est le PPACI. Et donc, face à l'absence de leur leader naturel sur la liste électorale, il est de bon ton que le parti se prononce sur la question. Même si déjà on sait par avance la position, mais il faut que ce soit officiel. Et donc, cette conférence de presse, c'est encore une fois de plus réaffirmer leur désaccord avec le fait que le président du PPACI ne soit pas sur la liste électorale. Désaccord qu'ils soutiennent avec la décision de la KDHP, qui avait demandé la réintégration de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'était en 2020. Oui, et on se souvient aussi également que la Côte d'Ivoire aussi s'est retirée. Oui, de la KDHP. Voilà. Et donc, il y a plus de retrait de compétences, donc on ne peut plus intenter un procès, enfin, demander à être inscrit sur la liste électorale, pas de requête d'Ivoiriens auprès de cette Cour. Et c'est bien le cas de le noter. C'est aujourd'hui à 11 h que se tiendra cette conférence de presse au siège du PPACI à Cocody, à Toban. Bon, on va parler d'autre chose. Hein. On a fini avec l'affichage de la liste électorale provisoire. On va parler de concours de CAFOP, parce qu'il n'y a pas que la politique dans la vie, hein, docteur. Le concours du CAFOP a été lancé dans la ville de Daloa. Oui, comme chaque année, ce concours draine un nombre important de jeunes gens. Ce sont 2000 candidats pour 6000 places. Il faut savoir déjà qu'en organisant ce concours, l'État de Côte d'Ivoire prend un engagement à vouloir investir le capital humain et améliorer les conditions vraiment de formation de ces jeunes gens. Amélioration des conditions de formation et surtout permettre à ces jeunes gens, comme vous l'avez dit, de composer dans leur ville de résidence. Oui, c'est dans leur ville de résidence, oui, c'est vrai, mais en même temps, lorsque vous êtes admis, il vous est fait obligation de rester pendant 10 ans à l'intérieur pour éviter les disparités. Voilà. Dans ton village, à côté, il peut y avoir un instituteur pour 3 classes, alors que là-bas, pour 6 classes, il y a 6 instituteurs.
Justement, donc, on veut éviter cette disparité-là. Oui, on le voit, hein, les instituteurs qui, dès qu'ils sont admis au concours de CAFOP, demandent tous à être affectés à Abidjan. Voilà, alors que, comme vous l'avez relevé, il y a des disparités dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Et cette année, ce sont 62 955 candidats, dont 34 897 filles et 28 058 garçons. Bon, les filles sont... le nombre de filles est plus élevé que celui des garçons. Ah, oui, ben, moi je l'ai constaté il y a un peu longtemps. Il faut savoir que quand je prenais une classe de 6e, je voyais qu'il y avait plus de jeunes filles dans la classe que de petits garçons. Parce qu'à cet âge, les jeunes filles vont très souvent à l'école, alors que les petits garçons sont appelés à... c'est l'adolescence, dans les petits actes d'absentéisme ici et là. Voilà. Et donc aujourd'hui, les jeunes filles en grossesse vont en classe avec leur grossesse, et donc ça ne freine plus. Voilà. Bon, c'est-à-dire aussi que l'enseignement séduit plus les femmes que les hommes? Ah oui, mais peut-être c'est l'instinct maternel quand même. Oui. Mais elles savent transmettre, elles savent donner. Voilà. Donc elles assurent la pérennité de l'humanité, donc elles savent transmettre. Oui. Et justement, c'est le cas de relever hein, cette régionalisation des concours. Après, cette année, c'est Daloa, mais avant Daloa, ça avait été le cas dans une autre ville de l'intérieur du pays. Je crois que c'était à Odiéné, hein, si je ne m'abuse. Oui, en 2024, c'était à Odiéné et c'est à saluer, hein, docteur. Oui, c'est une régionalisation des choses. Ça évite le mouvement de masse parce que pour le passage du concours, les populations étaient obligées de toutes se déporter sur Abidjan. Et donc aujourd'hui, la régionalisation permet de limiter tout ça. Alors qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui sont restés peut-être dans leur petit coin, ils ont tout eu là, le bac, etc. Fait même l'université. De ce côté, ils ne sont jamais descendus jusqu'à Abidjan. Et puis, bon, voilà. Il faut permettre aux gens de venir passer des examens sans stress. Oui. Donc dans sa région, c'est bien. Et justement, c'est bien aussi, et c'est ici qu'on va s'arrêter, hein, docteur Touré. Merci. On le rappelle, hein, les grandes lignes de l'actualité. Aujourd'hui, sinon, l'actualité majeure, c'est l'affichage de la liste électorale provisoire. Et donc, c'est maintenant qu'il faut aller, pour tous ceux qui souhaiteraient faire des modifications et vérifier s'ils sont effectivement inscrits sur la liste électorale, vous rendre dans les commissions électorales locales pour vérifier tout ça, ou aller sur le site de la commission électorale indépendante, ou encore taper la syntaxe 919. Docteur Touré Hamidou, merci. Merci. On va se retrouver dans 2 semaines. Dans 2 semaines. C'est bien cela. Le carême, il sera fini ou pas? Oh, je pense qu'il sera fini. Ou on sera vers la fin. Allez, merci de nous avoir suivis. On vous laisse en compagnie de Thierry Anjoal pour la suite de Matin Bonheur. Merci au docteur Hamidou Touré. Il est analyste du discours médiatique. Bien sûr, avec lui, c'est ce sujet essentiel qui concerne la liste électorale, la liste provisoire. Hein? On dit d'ajouter le mot, hein? C'est ça même, c'est la liste provisoire. Et on aura la définitive, je crois, dans le courant... Le 20 juin 2025. 20 juin 2025. En tout cas, merci beaucoup à vous, messieurs. Hein? Et puis, dans quelques instants, on va parler entrepreneuriat. Hein? Un petit mot là-dessus, docteur Hamidou Touré? Ben, je crois que c'est... Au féminin, surtout. Oui, c'est d'actualité hein, aujourd'hui. Et quand vous regardez un peu, vous prenez un peu, vous voyez que les jeunes filles, elles entreprennent beaucoup. Tout ce que je vois là, les petits kiosques qu'on a à gauche, à droite, sont les jeunes filles. Elles ont déjà cette fibre de l'entrepreneuriat. Bien sûr. On ne peut que les encourager. Merci. Merci pour cela. Merci à Renaud. Excellente journée à vous. Et dans cette émission, forcément, elle aussi nous dira son petit mot sur l'entrepreneuriat. Ce sera avant la fin de cette émission. Je vous ai dit, on va la recevoir pour parler, bien sûr, du droit de la femme. Que dit le Coran? Que dit l'islam? Ce sera avant la fin de cette émission. Mais pour l'instant, ce sera un remplacement basket lorsqu'on parle d'invité pour la suite avec cette dame. Elle est entrepreneur. Elle est dans la restauration. Elle a décidé comme ça de faire plaisir aux populations à travers sa touche, sa particularité, sur ce que vous avez dans vos différentes communes. C'est la tiéké, poisson fumé. Elle nous dira quel genre de poisson et comment ça se fait. Elle va venir ici parce qu'on va changer de décor. Vous avez bien remarqué, hein? Dame Péry qui va venir, donc voilà. Que nous on sera ensemble, on va faire la cuisine ensemble. D'accord. Ça peut aller? Ça peut aller. Ah, ok. Donc, je me mets juste là. D'accord. Je vais essayer de rester concentré tout au long de l'interview. D'accord. Bonjour. Bonjour. Rebonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Alors, c'est vrai qu'on a ce que nous avons sur la table, on va présenter tout à l'heure. On va parler un peu de Dame Péry qui est certes dans une entreprise de la place, mais à côté de cela, qui s'adonne à l'entrepreneuriat. Pourquoi?
Ben, je dirais c'est une passion pour moi. Ah, une passion, oui. déjà, ok. La cuisine, je tiens cela de ma mère. Okay. Ma mère qui est décédée depuis 2018. Je pense que là où elle est vraiment heureuse de me voir faire ça. Bien sûr. Voilà, c'est une revanche pour moi, en fait. Voilà. On va faire comme Boum Mamadou. Hein? Elle tient ça de sa mère qui tient ça de sa mère et tout. Et c'est de famille. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'on aime bien la restauration et tout. On pouvait choisir autre chose. Pourquoi ce que nous avons là, attiéké poisson fumé? Bon, l'attiéké poisson fumé, je le faisais pour des amis. OK. Voilà, qui venaient chez moi et on partageait cela. Ils me disaient, mais attends, tu fais ça, c'est tellement bon à manger, mais pourquoi tu ne le commercialises pas? J'ai dit, bon, OK, je vais essayer, c'est comme ça. Je l'ai essayé une fois et voilà, puis voilà, c'est parti. Voilà, ça a pullulé la poêle et puis voilà, aujourd'hui, voilà. Alors, quand on commence ce genre d'activité, quelles sont les difficultés? C'est vrai que la restauration, c'est assez délicat. C'est quoi les difficultés qu'on rencontre? Moi, je pense que pour quelqu'un qui entreprend, il faut accepter souvent d'échouer, souvent de perdre. Parce qu'on met de l'argent dedans, mais il y a des moments où, par exemple, le poisson, par exemple, je le prends frais et je le fais fumer. Ce sont des dames qui le font toute la nuit et le matin, je le récupère. Mais ils savaient qu'il y a certains poissons, par exemple, qui se cassent parce que le poisson doit garder toujours sa même forme pour que les clients soient vraiment satisfaits. Donc, il faut avoir le cœur pour pouvoir investir et voilà. Et pouvoir aussi perdre de temps en temps. Donc, il faut être patient. Il faut être patient. Et ça a été le cas avec Dame Péri? Beaucoup de patience? Oui, beaucoup de patience. Et puis, faire aimer ce genre de plat aux gens, ce n'était pas facile dès le départ, mais au fur et à mesure, aujourd'hui, je dirais, mes clients sont satisfaits. Oui. Quand on dit, par exemple, qu'on aime la restauration et tout, on le fait depuis qu'on est petit et tout, il y a forcément ce petit côté où il faut être patient, il faut comprendre ce que veulent forcément les clients. Exactement. Oui. Les Ivoiriens aiment le goût. Oui. Les Ivoiriens adorent bien manger. OK. Donc, voilà ce plat. En fait, vous parlez de ça, vous parlez de moi. Mais c'est pas grave, allons-y. Voilà, j'ai pensé à un plat un peu atypique, ivoirien et tout ça, avec des saveurs un peu, voilà. Oui. Voilà. OK. Exotique, avec mon assaisonnement qui est particulier, voilà. Voilà, ce mélange-là, ce cocktail-là a donné ce que vous voyez. Moi, je vais demander quel est le secret, elle va nous dire. Non, ça, je ne dirai pas, c'est un secret. Ah, c'est la partie du film, là. Alors, c'est cet assaisonnement-là qui fait la particularité de l'attiéké poisson fumé de Péri. Voilà. OK. C'est vrai que si je parle trop indien, je vais te poser trop de questions. Non, pourquoi? Alors, c'est vrai qu'on a du poisson qui est fumé toute la nuit. Alors, dites-nous, est-ce que quand on fume ce genre de poisson, il y a quelque chose qu'on ajoute là-dessus ou bien c'est juste le poisson, on finit de le nettoyer, on le met on le met au feu directement parce que l'assaisonnement qui est là, c'est déjà relevé. Donc, on le fait directement sur le fourneau, voilà, comme vous le voyez. Là, il est déjà fumé, je l'ai déjà assaisonné, voilà, comme c'est, voilà. Oui, bien sûr. Pour les raisons de la télé. Et tout. Oui. Mais la particularité, c'est ce que moi je constate, c'est que vous avez ce que l'on appelle feuille d'attiéké. Le katemfé. Le katemfé, ça c'est le nom scientifique. Scientifique, voilà. Donc ce katemfé-là. Je voulais juste, voilà, ajouter une petite touche enjolivée, voilà, de décorer l'assiette. Et ça, c'est ma touche. Il y a plusieurs personnes qui font l'attiéké poisson fumé, mais quand vous voyez la feuille d'attiéké ou le katemfé, on sait déjà que c'est le poisson fumé de chez Péri. Bien sûr. Voilà, c'est ce qui fait ma particularité aussi. Moi, j'aime bien cette sorte de feuille d'attiéké, là. Parce que quand on fait du riz aussi, souvent on fait avec. Oui, ça donne un bon parfum. Voilà. Je connais, je maîtrise. Alors, ce qui me plaît aussi, c'est que vous utilisez des gants pour travailler. Oui. C'est bon, c'est vrai qu'on le voit très souvent avec de grands chefs cuistots, mais elle le fait aussi. C'est important, cela, les gants pour pouvoir toucher la nourriture et tout. Bien sûr, parce que c'est plus hygiénique et tout ça par rapport à l'attiéké. Le poisson, quand on le fait sur le feu, les mains lavées, mais il faut toujours, voilà. OK. Privilégier l'hygiène, c'est important. Ce sont des gants jetables? Oui, jetables. OK. On utilise et tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec? Je pense qu'elle a une petite démonstration. Alors, ça sera pour servir l'attiéké tout à l'heure. Oui. Mais là, ce sont les différents assaisonnements. La sauce tomate, le piment. Voilà, je vais juste toucher avec la cuillère. Je peux commencer? Oui, allons-y. Voilà. Donc ici, ça, c'est notre piment. Oui. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Bon, ça, c'est du piment avec de l'ail. Particulièrement pour relever un peu le goût du piment. Le piment frais. Le piment frais. Oui. Voilà, comme vous le voyez ici dans le plateau. Le piment frais, la tomate boule, l'oignon, le persil. Voilà, et l'ail. Donc ça, c'est le piment. Donc je vais juste l'assaisonner. On l'écrase comment? On le passe au mixeur? Non, pas au mixeur.
Dans le mortier. Dans le mortier. Voilà. Il faut garder un peu le côté... voilà. Le côté zouzououou. Zouzououou. Voilà. C'est un peu concassé. Voilà, c'est ça qui donne le goût. Parce que quand ça est passé au mixeur, on perd toute... voilà. Okay. Souvent même la saveur. Hein. Ah, OK. Et là, qu'est-ce qu'on ajoute là, comme ça, dedans? Ça, c'est la marinade secrète de Péri. Ah, OK, OK. Oui. Donc, je vais juste mélanger. OK. C'est ce qui fait que c'est très bon. OK. Et là, je rajoute juste... Oui, le cube d'assaisonnement. Oui. Je ne mets pas beaucoup parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas trop de sel. OK, on mélange bien. Mélange bien. Wow, bon, c'est la couleur, en fait, du piment. Ça, j'adore. Concentré ici. Pour les gens qui jeûnent, ne vous inquiétez pas. Pour la rupture le soir aussi... Ouais, merci de préciser. Hein? Parce que franchement, hein? Alors, donc là, on a ce genre de piment. Oui. Je vois aussi déjà ça qui est... Ça, c'est la sauce tomate, au goût très particulier. Ah, tout est particulier chez Péri. Oui. Parce qu'il y a des hommes, il y a des personnes qui adorent la sauce tomate. Il y a des gens qui ne mangent pas trop le piment. Oui. Donc, on a cette sauce-là qui a un goût relevé. Okay. Il y a des gens qui aiment. Donc, je préfère faire les deux. C'est vrai qu'on ne va pas donner le petit secret à l'intérieur, mais comment on le fait? Avec la tomate, avec la tomate, l'oignon, oui. l'ail, et puis quelques assaisonnements. Et puis, pour enlever le goût acide, j'ai un petit secret que je mets à l'intérieur. Oui. Donc, du coup, au goûter, vous vous rendez compte que on n'a pas le goût un peu amer ce goût de la sauce tomate, voilà. Ah, c'est ce qui fait la particularité de cette sauce tomate. De cette sauce tomate. C'est un peu différent des autres. Ah, OK. Bon. Ici, je vais aussi assaisonner. Tout est assaisonné. Oui. Oui. Je vois une sauce ici, cette couleur, c'est laquelle? C'est une autre sauce. Elle ressemble à une sauce soja. Ah ouais, un peu. Non, OK. Juste un peu de soja. Ah, OK, OK. Donc, ici, je vais rajouter de l'huile. Bon. Elle a dit, hein, pour la rupture le soir, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Hein? Ça sera bien sûr avec Péri aussi et ces petits secrets qu'elle ne va pas nous livrer à l'antenne. Mais ne vous inquiétez pas, je vais prendre ça hors. Je vais venir vous donner. Hein. Là, vous saurez tout. C'est vrai qu'on est très habitué à manger seulement de la tchéké avec l'oignon, la tomate et tout. Mais toutes ces choses-là peuvent nous permettre d'avoir un super bon goût. Oui. Parce que je vais dire, manger le poisson simplement, c'est le mélange de... Voilà, tous ces différents légumes-là qui qui relèvent un peu la saveur du poisson, en fait. Oui, OK. Donc, du coup, c'est vrai qu'on peut ne pas manger le piment, mais généralement, ceux qui viennent, même quand ils ne mangent pas le piment, ils arrivent à manger le piment. Oui. Je ne sais pas si c'est à cause de l'assaisonnement, mais ils arrivent à manger le piment. Donc, voilà. Non, mais souvent, comme on dit, quand on mange du piment, quand ça pique, là, même temps, c'est tout. Hein? Pareil. Alors, donc quand on a tout ça... Voilà. Donc, je vais faire le dressage. Allons-y rapidement hein, pour le dressage. Vous allez nous dire ce que... Voilà, donc je rajoute juste. Voilà. OK. Même là, encore, il y a la... Il y a la manière. Oui. Pour les besoins, on va se contenter juste de là. D'accord. Voilà. Et ensuite, on ajoute encore... Le piment. Le piment vert qui pique. Le piment vert qui pique. Oui. OK. Si vous ne supportez pas trop de piment, ne faites pas. Parce qu'il y en a, ça réveille soit l'ulcère ou plein de petits bobos. Parce qu'il y en a qui ne supportent vraiment pas le piment. C'est ça. Et maintenant, la sauce tomate. OK. Excusez-moi. Voilà, petite disposition donc pour votre plat. Alors, Dame Péri, on poursuit rapidement en disant que quel conseil on peut donner à toutes ces personnes qui ont envie de faire ce genre d'activité? Oui. Comme je disais tout à l'heure, c'est d'avoir le courage en fait. Le courage, OK. Et chacun ou chacune de nous a quelque chose en lui. OK. Voilà. Chacun de nous a un talent. Ce n'est pas forcément faire le commerce de la restauration. Il y a plusieurs choses. Il y a des femmes qui ont une dextérité dans la coiffure. Voilà. Qu'elles essaient de se lancer dans ça. Moi, je pense qu'entreprendre, ça nourrit son homme.
Bien C'est sûr. vrai que j'ai un travail, comme vous le voyez, je fais ça. Oui. Voilà, le week-end, quand même, je Bien peux sûr. me permettre de prendre des petits week-ends avec mes enfants. Ah, OK. En tout cas, merci beaucoup. On l'a dit, hein, dans Parole de femme aujourd'hui, on reçoit cette dame entrepreneur. Sa particularité, c'est le poisson fumé. Rapidement, c'est quel genre de poisson? Le nom du poisson, c'est quoi? Le chincha. Le quoi? Le chincha. Le chincha. Il y a des gens qui l'appellent Apollo. OK. Voilà. Ou la Congoula. Voilà. OK. En Côte d'Ivoire. Ah ouais, Congoula. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Hein, on l'a dit, hein, aujourd'hui, on la reçoit, cette brave dame, avec tout ce qu'elle fait comme activité en privé, dans le privé. Elle s'adonne à cette activité aussi qui nourrit bien son homme, pourquoi pas, voilà. Et vous la retrouvez tout simplement les samedis et dimanches du côté de la Riviera Palmeraie de 10h à 18h. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Dame Péri et sa gloire. Hein. Le poisson Péri de la gloire. Le poisson fumé de la gloire de Péri. De la gloire de Péri. Le poisson fumé de la gloire de Péri. Jason, je peux dire ça? Ah, OK. Merci beaucoup. Hassan va s'occuper de vous. On va rester ensemble jusqu'à la fin de cette émission parce qu'on doit faire les emporter à 18h. Vous savez, quand on quitte chez les Doumbia, chez les Soumaoro, chez les Koulibaly, hein, on rentre à la maison et puis on termine avec. Exactement. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Vous restez là. Hassan s'occupe de vous. Allez, nous, on va marquer une petite pause et on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de cette émission. À tout de suite. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire sur RTI 1. Awané! Ici Awané, l'émission des enfants les plus gentils du pays. Si tu aimes faire le show à Awané, je veux te voir sauter. Le fanard recevait ici Chris le bling, le Santa Maria Bobolo Fouette, désormais Gagani. Je vous donne rendez-vous ce mercredi à 15h05 à l'émission Awané avec Tata. Retrouvez Tata Naomi ce mercredi à partir de 15h05 sur RTI 1. Awané, c'est chic 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 avec Tata Naomi. Niala, ma meilleure ennemie, bientôt sur RTI 1. Une création originale de RTI Distribution. Il faut faire des compromis. Accueillons, donnons, savourons, partageons, rions, sucrons le ramadan avec Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. À partir du lundi 10 mars 2025, le ministère de la Communication, avec l'appui logistique du district autonome d'Abidjan, reprendra son opération de démantèlement des dispositifs publicitaires non autorisés et installés de manière irrégulière dans les 13 communes du district autonome d'Abidjan, aussi bien sur les espaces publics que privés. Par conséquent, le ministère invite les populations, les annonceurs et les régies publicitaires détentrices de ce dispositif à prendre les dispositions nécessaires pour libérer les zones illégalement et irrégulièrement occupées. Communiqué valant mise en demeure. Infoline 01 52 74 44 96 27 22 22 38 08. De retour dans Matin Bonheur, le dernier virage de cette émission sera bien sûr dédié à un sujet très intéressant et très important. Nous allons éclairer notre lanterne sur cette question à la lumière bien sûr du Coran. Droit de la femme, que dit le Coran? Ce sera dans quelques secondes seulement avec cette dame, Aïchata Koulibaly. Elle est coach. Elle est avec nous aujourd'hui. À tout de suite. Madame Aïchata Koulibaly, alors, rebonjour. Bonjour. Alors, vous êtes coach, je l'ai dit, mais vous êtes médiateur professionnel. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Un médiateur qui en fait un travail. OK, tout simplement. Oui. C'est vrai qu'on entend très souvent. Il peut être consulté donc par tout le monde. Bien sûr. Or, le médiateur de la République, lui, c'est une institution. Oui. Voilà, le médiateur professionnel, tout le monde peut s'adresser au médiateur professionnel. OK. Que ce soit pour n'importe quel sujet de difficultés relationnelles dans la vie. Oui.
je pense qu'on va essayer de bien comprendre ce sujet une autre fois. Parce qu'on doit savoir. Peut-être que le médiateur peut intervenir peut-être dans nos conflits à la maison. Bien sûr, bien sûr. Il est plus spécialisé d'ailleurs dans ce type de conflit. OK. Ouais. Ah, merci. Je vais m'arrêter là parce que si on doit continuer les questions, on commence à pleuvoir. C'est pas bon. Alors, droit de la femme, que dit le Coran? Le Coran dit beaucoup de choses sur cette question. Bien sûr. Ouais. On va évoquer plusieurs chapitres jusqu'à la fin de cette émission. On va parler de l'égalité homme-femme pour commencer. Ce sera le premier chapitre. Donc, le Coran établit une égalité entre les hommes et la femme. Peut-on parler de cette complémentarité ou plutôt égalité? Ben, je vous remercie de m'avoir invité à votre mythique émission Matin Bonheur. C'est un honneur pour moi. Effectivement, ma noble religion, l'islam, établit clairement une égalité entre les hommes et les femmes en matière d'honorabilité, en matière de respect, en matière de dignité et de droits humains. Les hommes et les femmes sont égaux devant le péché, devant la récompense. Ils sont égaux devant la mort, ils sont égaux devant la vie. Voilà, ils sont égaux devant l'adoration, ils sont égaux devant les 5 piliers de l'islam. Bien sûr. Donc, mais il y a quand même les responsabilités entre les hommes et les femmes sont différentes dans la société. Ça, c'est clair que les responsabilités sont différentes. Ils ne sont pas physiquement pareils, ils ne sont pas physiologiquement pareils. Donc, il y a une différence entre l'homme et la femme au point physiologique, au point physique. Bien sûr. Mais devant Dieu, ils sont traités de la même façon, devant le péché que la récompense. Bien sûr. Et là, on ne peut pas parler de complémentarité quelque part? Bien sûr, on peut parler de complémentarité. Et vous savez que sans l'énergie de la femme, plus l'énergie de l'homme, il n'y a pas enfantement. Bien sûr. Donc, il y a forcément complémentarité entre l'homme et la femme. Et je pense que Dieu même veut qu'il y ait cette complémentarité. Sinon, il avait la possibilité de faire une seule espèce dans laquelle il mettrait les 2 sexes et il pouvait s'auto-satisfaire et faire la procréation. Dieu en a les moyens. Mais il a voulu une complémentarité entre l'homme et la femme. Bien sûr. Alors, un autre point à évoquer, droit éducatif et intellectuel. L'islam encourage-t-il l'éducation des filles autant que celle des garçons? Oui, évidemment. L'islam, la première femme musulmane d'ailleurs, la première personne à se convertir à l'islam est une femme. Ah, ok. Oui, et c'est Khadija, la première épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a reçu les révélations, c'est elle qui était son coach. C'est elle, pendant les moments de doute, qui le poussait à croire en la religion. Et ça, une autre de ses épouses, Aïcha, paix et salut sur elle, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a continué de faire l'enseignement sur l'islam. Et il y a au moins 2000 hadiths qui ont été transmis par Aïcha, montrant bien que les femmes, l'éducation même doit être la priorité pour les femmes parce que c'est elle qui enfante. Celle qui s'occupe, c'est d'ailleurs son propre rôle principal, la dame. Permettez que je puisse le dire, est-ce que quelque part, il n'y a pas un petit manque de respect de cette loi-là quand on voit certaines sociétés musulmanes qui restreignent bien sûr l'éducation seulement pour les hommes, à la femme? Oui, on peut le dire, mais ça n'a absolument rien à voir avec l'islam. Ce sont juste les peurs de nos parents. Je prends mon exemple. Moi, mon père a 17 enfants, dont 5 garçons et 12 femmes. Mais il a inscrit toutes ces 12 filles à l'école comme ces 5 garçons. Mais dans son entourage, dans notre milieu éducatif, les gens se moquaient de lui, se plaignaient et lui prévoyaient un avenir sombre parce que les filles allaient tomber enceintes, elles n'allaient pas pouvoir aller à l'école et ainsi de suite, que ça allait être une perte pour lui. Mais ça a été un bon investissement, au contraire. Toutes ces personnes qui lui reprochaient cela aujourd'hui mettent leurs enfants filles et leurs petits-enfants filles à l'école en prenant pour modèle la réussite des enfants de mon papa. OK. Donc, si on comprend bien, et si je ne m'abuse, certaines personnes abusent, permettez-moi de répéter le mot. Oui, ce sont leurs peurs. Moi, je pense que c'est l'expression de leur peur, mais ça n'a absolument rien à voir avec l'islam qui ne contredit pas la prescription des enfants, filles à l'école. Non. Oui. Rien du tout. Et quand on met les femmes à l'école, ça marche bien, on le constate. Oui, absolument. Regardez bien dans notre société, on a des grands modèles chez nous, ici en Côte d'Ivoire, comme dans tous les pays d'Afrique. Bon, comme on dit, en Zouglou, tout prenez pas loin, vous êtes une femme musulmane, vous êtes intellectuelle. Voilà, des gens ont eu peur que moi je parte à l'école, mais me voilà sur un plateau télé en train de parler de l'islam. Et je pense qu'ils doivent être fiers de me voir en train de le faire. Oh non, ils sont fiers. Ils sont fiers. Moi également, je suis fier d'être là pour ça. Alors, on poursuit donc et on parle
du droit économique et financier. Hein, je vous ai dit, c'est tellement des volets qui vont être abordés jusqu'à la fin. C'est qu'il y en a qui disent, on doit sûrement parler de la polygamie. Je viens, ne vous inquiétez pas. Droit économique et financier, le Coran reconnaît-il aux femmes cette indépendance financière? Oui. La première femme en islam, la plus riche et la plus puissante, c'était Khadija, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle était une riche femme d'affaires. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a même été son employé. Il a été son employé. Donc, elle avait droit à la propriété, la femme a droit à au pouvoir économique et financier. La femme est propriétaire terrienne en islam, la femme, au contraire, elle peut s'épanouir comme elle veut au plan économique et financier. Si on reste dans ce chapitre, j'ai envie de vous demander comment comprendre la règle selon laquelle un fils hérite le double d'une fille. Est-ce une injustice? Non, pas du tout une injustice. C'est tout simplement parce que la jeune fille n'a pas de charge en islam. La femme est entièrement à la charge de son mari. Quand il y a un décès en famille et qu'on donne le double au petit garçon plus qu'à la petite fille, c'est parce que la petite fille, quand elle n'est pas encore mariée, elle reste à la charge de son frère dans la cour familiale. Elle a la charge de son frère. Et quand elle se marie, elle a la charge de son mari et de ses frères ou de son frère. Donc, l'argent qu'elle peut générer lui revient proprement à elle. Elle est libre de participer ou de ne pas contribuer aux charges de la maison. Mais ces charges reposent principalement sur le frère ou le mari. Ça, c'est ce qu'on nous dit, mais la société qui est en pleine mutation, les choses avancent. Est-ce qu'aujourd'hui, cela même est respecté dans les familles? Au plan humain, il faut le dire que dans nos mosquées, au cours des mariages, l'imam intervient toujours pour préciser le rôle de chacun. Mais en plus des rôles qui ont été prescrits, nous sommes des humains. Au plan humain, votre mari peut se retrouver dans des situations difficiles alors que vous êtes à l'aise. Vous n'allez pas dire, comme l'islam prescrit que je sois à sa charge, je vais économiser mon argent. Non. Au plan humain, la femme, elle sait s'investir, elle sait s'impliquer pour résoudre les problèmes, elle va forcément contribuer. Mais le principe est que la femme est à la charge. Le jour où l'homme monte financièrement puissamment, il peut même lui dire, je vais te rembourser tout ce que tu as investi quand j'étais petit. J'ai grandi aujourd'hui, je vais te donner. Et il y a une reconnaissance qui va suivre. Bien sûr, oui. Alors, vous avez parlé de mariage. Hein? Donc, tout de suite, je rentre dans ce chapitre. Merci. Mariage et consentement. Elle dit merci. Il y a beaucoup de choses à dire. Mariage et consentement. Le Coran est mis en avant et nous avons ce devoir-là de respecter ces principes. Hein? Mais nous demeurons dans une société qui autorise, dans certains cas, et dans certains angles, les mariages forcés. Non, tout mariage forcé, aucun mariage forcé n'est le fait de l'islam. Jamais le fait de l'islam. Le consentement de la fille est obligatoire à la mosquée. Son consentement est obligatoire. Et la question lui est posée 3 fois. Connaissez-vous ce monsieur? Avez-vous été obligé à l'épouser? Elle doit répondre 3 fois à la question. De même que ses témoins et le représentant de son père. Chacun répond 3 fois à cette question. Mais d'où vient cette pratique juste les coutumes. Dans nos sociétés? C'est juste nos coutumes, nos vices et coutumes. Ce sont les coutumes. Et il y a beaucoup d'amalgame entre les coutumes et la religion. Ça, ce sont les coutumes. Ça n'a rien à voir chez les Peuls. La petite fille doit même faire ses premiers menstrues chez son mari. Donc, ça peut être à 9 ans, ça peut être à 13 ans. Parce que le monsieur, il veut vite devenir grand-père. Il pense que si la fille se marie très vite, lui, il va devenir autonome parce que le mari va apporter aussi de l'aide à sa famille. Et donc, ils vont finalement avoir un gain en mariant vite. Donc, la fille a été souvent considérée comme un objet commercial dans ce sens-là. Bien sûr. Voilà, mais ça, ce sont les coutumes, ça n'a rien à voir avec l'islam. Qu'est-ce que ce soit, ces coutumes-là deviennent un frein sur cette bonne compréhension du livre saint. Oui, bien sûr. Mais tout le monde sait que ce n'est pas au vu de l'islam qu'il l'applique. Non, ce n'est pas au vu de l'islam. Non. Ainsi, comment le consentement de la femme est-il protégé en islam? Le consentement de la femme est protégé déjà par le public qui vient assister au mariage. Parce que le mariage a lieu à l'intérieur d'une mosquée en présence de 2 ou 3 imams. Parce que c'est le conseil imamal. Donc, ce n'est pas une seule personne, c'est un conseil imamal qui vient assister et diriger même la séance du mariage. Et le mariage se fait en présence de nombreux témoins devant lesquels
on prend le consentement de la fille. La question lui est posée 3 fois et elle répond 3 fois. 3 fois, oui. Ce que moi je voudrais savoir, c'est que c'est vrai que chez les chrétiens, on voit un peu l'école du mariage et tout. Comment ça se passe en islam chez les musulmans avant le mariage? Est-ce qu'il y a une préparation? Est-ce qu'il y a quelque chose avant le mariage? Oui, la petite fille musulmane, depuis le lit, apprend à vivre le futur mariage. Parce que sa mère même est un exemple. C'est pour ça qu'on demande l'exemplarité des femmes. Parce que la petite fille, on ne l'éduque pas pratiquement. Il n'y a pas d'école. Elle voit, elle applique ce qu'elle voit. C'est ça la vraie école. C'est ce qu'on voit qu'on applique. Voilà. Et non se retrouver dans une salle, ça ce sont des théories. Mais la petite fille voit la pratique de sa mère tous les jours. Dans les relations, sur le plan social, sur le plan culinaire, sur le plan de l'entretien de la famille. Donc elle vit l'école en permanence. Donc, on n'a pas besoin de faire une école spéciale à la veille du mariage pour l'éduquer pour le mariage. Parce qu'elle le fait déjà depuis sa tendre enfance. Voilà. Les enfants nous copient, dit-on. Oui, bien sûr. Voilà, ils nous copient. Donc, elle sait à quoi s'attendre. Quel est le rôle du tuteur, le wali, dans le mariage? Le wali, dans le mariage, justement, est le représentant de la famille, des deux familles. Parce qu'il y a le wali du côté de l'homme et il y a le wali du côté de la femme. Les deux viennent témoigner, celui de la femme témoigne que la fille n'est pas enceinte au moment du mariage. Il témoigne également qu'elle n'est pas la femme, on n'a pas donné sa main en mariage à quelqu'un d'autre avant ce mariage. De toute façon, on ne peut pas faire mariage sur mariage. C'est clair. Donc, on lui pose toutes ces questions-là à la mosquée pour vérifier que la fille n'est pas enceinte, qu'elle est même musulmane. Oui, parce qu'il faut aussi prendre ce consentement devant Dieu et les hommes. Est-ce qu'elle est musulmane? Oui. Est-ce qu'elle est enceinte actuellement? Non. Est-ce qu'actuellement elle est la femme? Avez-vous pris la cola avec quelqu'un d'autre? Non. Donc il témoigne. Et ça veut dire qu'un homme et une femme ne peuvent pas se rencontrer dans la rue et aller dire qu'ils sont mariés sans ces témoins-là. C'est impossible. En islam, il n'y a pas de mariage sans le wali. Les walis, c'est généralement des femmes ou des hommes sur les walis, pardon? Ce sont les parents, c'est les représentants de la famille. L'oncle maternel ou paternel, voilà, le frère du père ou de la mère qui viennent témoigner. Un autre chapitre, divorce et protection de la femme. Le divorce est souvent parfois vu comme tabou dans certaines cultures, dans certaines religions. Que dit l'islam sur ce sujet? Sur ce sujet, l'islam n'en fait vraiment pas un tabou. Parce que c'est clairement expliqué dans le Coran. L'homme peut demander le divorce, la femme également peut demander, le divorce peut être à l'initiative également de la femme, mais le divorce à l'initiative de la femme ne s'appelle pas divorce. On appelle ça la demande de retrait. Parce qu'on estime que la femme, elle est souvent épidermique, elle est nerveuse, elle peut aller plus vite pour prendre les décisions sans réfléchir. Donc on appelle la demande de retrait. Parce qu'elle peut regretter et revenir. Si elle un retrait qui n'est pas définitif? Non, 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 ce n'est pas définitif. On appelle ça la demande de retrait. Quand l'homme lui demande, on appelle le divorce parce qu'on estime que c'est mûri, que c'est en toute responsabilité qu'il a pris la décision. Et celui de la femme s'appelle le retrait parce qu'elle peut revenir sur sa décision. Mais la femme ou l'homme peut demander, en islam, les conditions du divorce sont bien établies. On peut divorcer en cas de maladie grave et incurable de l'une des parties. On peut demander le divorce en cas de stérilité de l'une des parties, quand l'autre n'est pas stérile et qu'il est incapable d'être infidèle à l'homme stérile, elle peut demander le divorce. Voilà, donc les conditions sont bien établies. Donc c'est un cas... oui, en cas de violence extrême qui ne permet pas la tranquillité et qui met en danger la vie de l'un ou de l'autre, on peut demander le divorce. Que dit le Coran sur la manière dont un homme doit traiter sa femme en cas de conflit? Bon, je dirais qu'en cas de conflit comme en cas de paix, c'est d'ailleurs en cas de paix qu'il faut préparer les relations en cas de conflit. Parce que, exemple, un couple qui n'est pas capable d'une bonne sexualité pendant les périodes de paix ne pourra pas exercer la sexualité pendant la période de guerre. C'est clair. C'est clair. Donc, pendant la période de conflit, l'islam conseille le calme. C'est le premier mot. Le calme, la parole douce. Et éviter d'élever le ton. On demande de faire la négociation. On demande au mari de faire même le médiateur, de jouer le rôle du médiateur. Et s'il n'y trouve pas de solution, alors il peut faire la séparation du lit conjugal. En cas de rébellion vraiment grave de la femme, on peut faire la séparation du lit conjugal. Et puis, s'il n'y a toujours pas de solution, en ce moment-là, on peut aller au divorce. C'est vrai qu'on a le conseil imamal, on a les walis. Est-ce qu'il y a ces entités-là qui interviennent lorsqu'il y a des... Oui, si on leur fait appel, évidemment, il faut qu'on leur fasse appel. Si les couples veulent régler leurs problèmes entre eux, voilà déjà des méthodes qu'on dit, négociation,
paroles douces et tendres. Donc, ce sont les langages de l'amour qu'on demande au monsieur d'appliquer. On lui demande d'être le médiateur. S'il ne peut pas lui-même, on dit quand vous ne pouvez pas éteindre le feu de votre foyer par votre salive, donc par la langue, vous pouvez utiliser un verre d'eau. Si le verre d'eau ne peut pas, vous prenez un seau d'eau. Si vous ne pouvez pas, vous appelez les pompiers. C'est clair. Les pompiers, ça sera le wali, ça sera le conseil imamal. Oui, ça c'est bien dit ça. Merci. Alors, on a fouillé, hein? On a fouiné un peu et tout. Hein? Alors, sur ce sujet, on va évoquer, lorsqu'on parle de violence, de conflit, et tout, on va évoquer un verset, le verset 434 de la sourate An-Nisa, qui demeure très controversé, hein, souvent cité et discuté. Il est souvent interprété de manière diverse en fonction même des écoles de pensée et des contextes culturels. Quelle est l'interprétation de ce verset qui serait correcte? Ok. Je vous remercie. C'est tellement important de parler de ce verset qui demande de frapper la femme. C'est juste ça. Oui, oui. De frapper la femme. Avec quoi frappe-t-on la femme? C'est ça qui est important. Bien sûr. Voilà, parce que l'objet qu'on prend pour frapper, c'est lui qui peut produire la blessure ou la douleur. Mais il est bien dit. D'abord, frapper, c'est le dernier recours. Oui. Avant d'y arriver, il y a la médiation, il y a la négociation, il y a la séparation du lit. S'il n'y a toujours pas de solution, l'homme peut frapper sa femme. Mais avec quoi frappe-t-il sa femme? On dit de la frapper sans lui donner de la douleur et sans l'humilier. D'abord, ça ne se fait pas en public. Donc, on ne peut pas l'humilier. On ne doit pas lui donner de la douleur. Et on conseille de la frapper avec le cuidant que les hommes prenaient. Il n'y avait pas de brosse à dents à l'époque, au moment où on prescrivait le Coran. Donc, d'utiliser la brosse à dents pour la taper, ou alors d'utiliser le voile que les hommes portent sur eux, comme celui-là que j'ai, le voile pour la taper. Est-ce qu'avec ce voile, on peut faire du mal à quelqu'un? Non, pas du tout. Donc, on ne peut pas lui donner de la douleur. C'est symbolique. C'est symbolique. C'est symbolique. Tout simplement. Voilà prendre son autorité. Voilà, tout simplement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez même prendre un billet de 10 000 francs pour la taper. C'est mieux que... Non, là, elle va prendre le billet. Voilà. De temps en temps, elle va faire les petits palabres pour agrémenter la vie du couple. Donc, c'est pas beaucoup de billets de 10 000. En fait, les petits palabres finissent par rendre fort le couple. Quand les petits problèmes sont bien résolus, le couple devient plus fort et plus puissant. Oui, bien sûr. Voilà, le conflit a en lui-même ses solutions. Oui, on va prendre le fou là. 10 000 là, c'est un peu compliqué. Alors, comment l'islam protège-t-il les femmes contre les abus et les injustices? Cette question me tenait à cœur. Oui, bien sûr. Contre les abus, par exemple. Vous savez qu'on peut faire les abus, même avec le regard, on peut faire des abus. Oui. Parce que ça commence d'abord par les regards. En islam, on dit baisser le regard. Justement, quand vous parlez à une femme inconnue, ne la regardez pas trop longtemps dans les yeux. Parce que dans les yeux de cette femme-là, vous pouvez rencontrer des étincelles qui peuvent vous allumer. On vous dit baisser le regard. Baisser le regard, les gars. On demande également à la femme de s'habiller de façon correcte et décente. De ne pas avoir des habits transparents, des habits courts, des habits moulants, des habits pressants, pour ne pas attirer les hommes et qui vont les amener finalement à faire des abus contre elles. Voilà, l'islam protège donc la petite fille depuis son enfance. Elle est éduquée à s'habiller de façon à ne pas attirer ce genre d'abus. Bien sûr. Alors, nous sommes en train de... C'est vrai que c'est tellement intéressant ce que vous dites. Moi, j'ai envie de vous garder pendant un bon moment. Et moi aussi. Mais je n'ai pas le choix. Hein? Moi aussi. Je suis payé pour finir à 8 heures, malheureusement. Alors, dans ces dernières minutes que nous allons avoir, au finish, le droit de la femme et l'islam. L'islam protège la femme dans tous les compartiments. Aussi bien juridique, moral, humaine. L'islam protège particulièrement la femme. Et je vous dis que c'est avant l'islam, dans les pays arabes, il y avait l'infanticide qui consistait à tuer les petites filles dès la naissance. Parce que les hommes aimaient bien aller à la guerre, aller à des conquêtes, et ils avaient besoin d'hommes et non des femmes. Bien sûr. Donc, il y avait l'infanticide, on tuait les petites filles à la naissance. Donc, il y avait des violences plus cruelles qu'avant l'islam. C'est l'islam qui est venu abolir cette cruauté. Et même l'excision. Je prends l'exemple de l'excision. Mais l'excision est une pratique qui a lieu avant l'islam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans une de ses campagnes de promotion pour l'islam, a vu un accoutrement d'adoration. Il a demandé de quoi s'agissait-il. On lui a expliqué ce que c'était l'excision, qui consistait à enlever le clitoris de la fille. Et ce clitoris, vous savez à quoi ça servait? Les femmes l'utilisaient comme un fit d'amour. On faisait sécher le clitoris,
on le préparait pour en faire une pommade où on mettait dans les sauces pour attirer les hommes, pour qu'ils soient follement amoureux d'eux. Et le prophète Mohammed a trouvé que c'était une forme d'associationnisme. Il dit, mais vous ne croyez pas en Dieu unique, vous croyez en ce genre de pratique pour attirer les hommes. Donc je vous demande de l'alléger si vous le faites depuis longtemps et que vous n'êtes pas capable d'arrêter cette pratique. Allégé-la. Merci beaucoup. Voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie. Damaïcha, on va venir devant. On va venir ici. Si la Réal nous permet, juste en 15 secondes. Un mot sur la polygamie. On parle d'avoir 4 femmes rapidement. Ben, la polygamie, pour moi, n'est pas une mauvaise chose. Je pense qu'il ne faut pas fermer totalement la porte à la polygamie. Elle pourrait être utile à bien des égards. Je vais vous citer l'exemple d'un de mes patrons qui me disait, qui jurait qu'il n'épouserait jamais une autre femme. Et puis sa femme qui était secrétaire chez un boss, la société a été attaquée et les bandits ont plutôt tiré sur la dame et elle est devenue paralysée à vie jusqu'à aujourd'hui. Et c'est lui qui était obligé de la laver tous les matins avant de se rendre au travail. Et quand il devait aller en mission, il était obligé de renoncer à toutes les missions. Ça l'a obligé à prendre une seconde femme. Ça veut dire qu'il ne faut pas totalement fermer la porte à la polygamie. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une recommandation, ce n'est pas une obligation. C'est un angle que vous ouvrez parce qu'on reviendra sur ce sujet. En tout cas, merci beaucoup à vous. Moi qui Ça a été un plaisir immense de vous avoir. Un plaisir qui sera renouvelé. Bien sûr, Inch'Allah. Allez, merci à vous d'avoir été en notre compagnie. On va dire joyeux anniversaire à M. Kambire Olo. Il est conseiller technique à la présidence de la République. Il a un an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire, cher aîné. Allez, nous on va se retrouver tranquillement demain pour continuer ces beaux programmes que vous aimez. Rendez-vous à 7 h. Que Dieu vous garde. N'oubliez jamais de le mettre au centre de tout. C'est le seul qui gère. Merci beaucoup. Merci. Le Ramadan avec Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs.